Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce mardi 30 juin 2026 consacrée majoritairement aux élections législatives. Tout de suite les titres de l'actualité. Législative 2026, le vote de la communauté établie à l'étranger se poursuit pour le 4e jour. La diaspora algérienne continue à se mobiliser massivement à Marseille. Législative 2026, l'ANI affirme sa pleine préparation pour le scrutin dans l'Est du pays et assure être prête à encadrer plus d'1 million d'électeurs à Oran. Algérie-Norvège, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, reçoit le secrétaire d'État au ministère de l'Énergie du Royaume de Norvège. À l'occasion du 90e anniversaire de la naissance d'Assia Djebar, l'ANAP a organisé au siège d'Al24 News à Alger une rencontre consacrée à l'une des plus grandes figures de la littérature algérienne. Bonsoir à vous. Si vous venez de nous rejoindre, ce mardi marque le 4e jour de vote pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Un scrutin par anticipation. Plus de 854 000 électeurs sont appelés à s'exprimer pour renouveler la composante de l'Assemblée populaire nationale. La diaspora poursuit sa mobilisation pour exercer ce qui est avant tout un droit fondamental. Et la communauté nationale établie en France poursuivait ce mardi l'accomplissement du vote pour le 4e jour consécutif dans le cadre des législatives du 2 juillet prochain, et ce dans des conditions d'organisation rigoureuses avec la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette opération électorale. Nous sommes au consulat général à Paris, nous sommes au 4e jour des élections. Nous rencontrons aujourd'hui de plus en plus de monde qui viennent vers nous. Donc ça, c'est grâce au travail du consulat, des 5 consulats sur la zone, grâce à toutes les opérations de sensibilisation qui ont été réalisées. Donc tout d'abord, nous avons remarqué nos aînés qui sont venus en premier, bien sûr. Et nous devons respecter ce droit d'aînesse. Il y a les jeunes qui suivent derrière. Donc grâce aussi à toutes les opérations de sensibilisation qui ont été faites sur les réseaux sociaux, ainsi que les opérations SMS que nous avons faites, et nous remarquons d'ores et déjà qu'il y a de plus en plus de monde qui vient. Moi, j'ai déjà parlé autour de moi, j'ai dit à certaines personnes que je connaissais qu'il y avait des élections législatives, qu'il fallait se déplacer, qu'il fallait venir voter. Et c'est très important de donner sa voix ou de participer. Direction Paris à présent pour retrouver notre envoyé spécial Samira Bouabdallah. Commençons par vous. Samira, 4 jours après le début du scrutin, quelle est l'ambiance dans les bureaux de vote à Paris ? Bonsoir Asma, il est tout juste 20h et les portes du consulat général d'Algérie, ici à la place de la Nation, ainsi que les différents centres de vote de la région parisienne viennent tout juste de se refermer. Et ce 4e jour de scrutin s'achève donc sur une note de forte mobilisation. Ce que l'on retiendra de cette journée, Asma, au-delà des chiffres, c'est une véritable chaîne de solidarité logistique, comme nous le soulignait le coordinateur général de l'autorité nationale indépendante des élections au cours de notre entretien. L'enjeu majeur de ce mardi de travail était l'accessibilité, le déploiement de ces navettes dédiées aux seniors et aux personnes à mobilité réduite à redéfinir la dynamique sur le terrain.
permettant à nos anciens d'être donc les premiers à s'exprimer ce matin. Ce soir, alors que les agents de l'autorité nationale indépendante des élections entament la sécurisation des urnes, le sentiment d'un devoir accompli prédomine dans les couloirs de Nation, ouvrant ainsi la voie aux 2 dernières journées de ce marathon législatif. Merci Asma. Merci Samira pour tous ces détails. Toujours en France et à Marseille, la communauté nationale établie à Marseille poursuivait ce mardi l'accomplissement de son devoir électoral pour le 4e jour consécutif. Je suis venu accomplir mon devoir civique pour l'Algérie se réinvente, l'Algérie se modernise, l'Algérie avance grâce aux efforts déployés par le président de la République et toutes les institutions algériennes. Nous sommes fiers d'appartenir à un pays qui se développe économiquement et dans la société évolue. La stratégie récente abordée par l'ANIE, c'est qu'il y a un rajeunissement générationnel. Il y a des jeunes, la jeunesse c'est la force dynamique, c'est le pilier de la nation, c'est elle qui peut donner plus de vigueur à la marche de l'Algérie nouvelle. Et direction Marseille, au sud de la France, à présent, pour retrouver notre envoyé spécial Soundous Brahimi. Bonsoir Soundous, parlez-nous du déroulement du vote en ce 4e jour. Eh bien, 1 heure de plus, donc c'est au lieu de fermer les bureaux à 19h, l'ANI a décidé de prolonger cette élection encore une fois pour permettre aux réticents et aux ressortissants algériens de venir et accomplir ce devoir électoral. Nous avons donc assisté à une 4e journée d'élection législative qui s'est très bien déroulée, une journée irréprochable selon les déclarations des délégués de l'ANI, mais aussi les déclarations des observateurs présents ici, qui nous avait dit que l'accompagnement a été excellent pour accompagner donc les électeurs qui ne savaient pas vraiment comment se déroule l'opération de vote. Mais aussi, il faut noter que cette 4e journée a été particulièrement impressionnante parce que nous avons observé une journée où les patriotiques algériens sont venus massivement accomplir ce devoir. Certains d'entre eux nous disaient qu'ils étaient là pour répondre à l'appel du président Abdelmajid Tebboune et venir donc choisir des élus qui représenteraient au mieux la diaspora algérienne basée à l'étranger lors de cette prochaine assemblée qui sera élue prochainement. Merci Soundous pour tous ces détails. Nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions. Et forte mobilisation de la communauté algérienne à Lille au 4e jour du scrutin. Les électeurs ont exprimé leur grande satisfaction quant au déroulement du scrutin. Tous les services consulaires, le service social, le service immigration, le service l'accueil pour les papiers. Dès qu'on a besoin d'un renseignement, on peut venir, même si on ne le sait pas, mais ils sont à notre disposition, même pour l'exportation. C'est normal, il faut que لازم تدخل في لي ديمارش تاع الكونسولات d'Algérie, c'est normal, لازم تعرف البلاد تاعنا comment ça se passe, il y a des gens qui sont bien, voilà. Et la communauté nationale établie à Perpignan, en France, a poursuivi également ce mardi l'opération de vote dans des conditions organisationnelles et logistiques rigoureuses visant à garantir le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions. Et au bureau de vote du Grand-Duché de Luxembourg, la fibre patriotique était particulièrement vibrante. Cela s'est traduit par l'afflux des électeurs vers les urnes. À voter.
Il y a une forte affluence de la communauté algérienne pour accomplir le devoir national. L'opération se passe bien, en toute transparence. Tout est organisé. Les autorités diplomatiques et consulaires ont mis en place tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous électoral. Je suis venu voter pour élire la bonne personne. Vive notre pays, vive l'Algérie. Nous sommes des citoyens algériens établis au Luxembourg. Nous sommes venus accomplir notre devoir électoral en famille. Tout est bien organisé. Nous espérons avoir voté pour la bonne personne qui va répondre aux préoccupations des Algériens au Luxembourg. Direction l'Allemagne à présent, où nombre d'électeurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur contribution au processus de développement national en mettant à profit l'expertise et les compétences acquises. وجينا شاركنا في هذا الانتخابات اللي حاجه تشرفنا على كل حال كجزائريين المقيمين في الخارج. Nous sommes venus participer au scrutin. C'est un honneur pour nous en tant qu'Algériens établis à l'étranger. Nous espérons que grâce à ces législatives où nous serons entendus, nous avons besoin d'un vol direct de Düsseldorf. Nous sommes obligés à chaque fois d'aller jusqu'à Francfort pour aller en Algérie. C'est très difficile car nous avons des familles et des enfants. Nous espérons également que nous pourrons servir notre pays. Si le pays a besoin de nous, nous répondrons toujours présents. Je suis une citoyenne algérienne établie à Düsseldorf. Nous sommes venus voter pour élire la personne en qui nous avons confiance et il nous faut quelqu'un de sûr et sur lequel nous pouvons compter. Nous savons qu'il est digne de confiance et qu'il sera à la hauteur de cette mission. Nous sommes venus accomplir notre devoir en famille. Même la petite est venue avec nous pour qu'elle puisse s'imprégner de l'ambiance du pays. Dans quelques années, c'est elle qui viendra voter pour son pays. C'est un devoir national que nous accomplissons avec fierté. Nous essayons de représenter la communauté algérienne à l'étranger de la meilleure façon. En tant que pharmacien exerçant en Allemagne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Il faut que la personne ait des objectifs dans sa vie et avec l'aide de Dieu, elle arrivera à les atteindre. Moi, je veux acquérir de l'expérience ici pour que plus tard, je rentre en Algérie pour servir mon pays. En Espagne, les Algériens résidents ont continué ce mardi 30 juin à accomplir leur devoir électoral dans le cadre des élections législatives du 2 juillet. On est venu à faire notre devoir un peu de citoyen algérien, faire un peu voir avec Inch'Allah, si on peut, avec ces nouveaux députés, s'ils peuvent faire surtout pour les étrangers qui vivent hors d'Algérie. Grâce à Dieu, nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons eu toutes les facilitations logistiques. Tout se passe bien. Concernant les législatives auxquelles je participe, j'espère que les choses vont s'améliorer. Et je veux ici dire que nous constatons déjà une amélioration palpable grâce aux efforts consentis par le gouvernement algérien via les mécanismes de coopération avec le gouvernement espagnol. Et retrouvons à présent à Valence notre envoyé spécial Imen Merad. Bonsoir Imen, dans quelle ambiance se poursuit le vote des Algériens établis à Valence en Espagne ? Bonsoir Esma et bonsoir aux téléspectateurs d'El24 News. Effectivement, nous sommes en direct de Valence où le bureau de vote délocalisé ici a ouvert ses portes ce matin à 8h et à l'heure où je vous parle, le bureau est fermé. Mais pour une première journée, le vote de ces élections législatives s'est déroulé dans de très bonnes conditions et avec une affluence particulièrement marquante. On va dire que d'après les équipes ici sur place, par rapport aux législatives, aux dernières législatives, les élections
électeurs se sont présentés d'une façon un peu plus massive. Nous avons même discuté avec ici nos concitoyens, donc les Algériens résidant ici à Valence. Ils se sont présentés et ont voulu justement donner leur voix pour élire le représentant de la diaspora ici en Espagne. Ils sont venus en famille ou peut-être entre amis. En tout cas, ils ont quand même tenu à donner leur voix. Ils ont beaucoup d'attentes par rapport à ces élections législatives et ils voient des sorties positives par rapport à leurs besoins ici en Espagne. Pour une première journée, le flux, on va dire, a été progressif. Tôt la matinée, ils se sont présentés jusqu'à la fin de journée et le vote se poursuivra jusqu'au 2 juillet prochain. Je rappelle aussi que d'autres bureaux de vote ont également été délocalisés dans la région 8, à savoir Malaga, Séville, Murcie, Castillon, et Almeria. Donc, je rappelle que le vote se poursuivra jusqu'au 2 juillet pour toute la région 8. Merci Imen pour tous ces détails. Et le consulat général d'Algérie à Milan a enregistré une participation remarquable de la communauté algérienne aux élections législatives dans une atmosphère marquée par une excellente organisation. Regardez. Le sentiment de devoir nous a incités à venir voter. Nous espérons avoir choisi les bonnes personnes pour nous représenter. La communauté algérienne à l'étranger fait partie intégrante du pays. Nous avons une responsabilité, des obligations, mais aussi des droits comme le reste du peuple algérien. Nous sommes loin physiquement, mais nos têtes sont au pays. Nous n'avons jamais abandonné notre pays. Je suis venue voter, même si nous sommes loin, le pays est toujours dans nos cœurs. Je vote aujourd'hui pour accomplir mon devoir envers mon pays, que l'Algérie soit prospère et qu'elle soit fière de ses enfants. Il fait chaud, j'habite loin et seule, j'ai tenu à venir, même si au début je me suis perdue en chemin. Que Dieu protège l'Algérie et ses enfants et toute la nation et qu'on aille de l'avant avec notre emblème et notre drapeau. Et au Qatar, pour la 4e journée consécutive, la communauté algérienne continue de voter. De nombreux électeurs ont exprimé leur reconnaissance envers l'Algérie, leur fierté d'appartenir à la nation, considérant leur participation au scrutin à la fois comme un devoir et comme un moyen de contribuer à façonner l'avenir du pays et ses institutions. Notre participation à ces législatives en tant qu'électeurs est un devoir national, mais c'est également un devoir constitutionnel. Notre vote participera à élire celui qui va représenter la communauté algérienne à l'étranger dans la zone 6. Nous sommes heureux qu'un nouveau siège ait été ajouté pour cette région. Cela permettra de faire entendre les noms, de faire entendre nos préoccupations. Il y a un grand nombre d'Algériens au niveau de cette région. Nous parlons de nouveaux intérêts pour cette nouvelle génération des enfants d'Algériens qui sont nés et qui ont grandi ici. Les intérêts, les préoccupations ont changé et ont grandi, les défis aussi. La présence d'un représentant de la communauté algérienne dans la région permettra de faire entendre ces préoccupations à l'instar des autres régions. Je suis venue voter pour l'Algérie, que Dieu protège notre pays et le développe. Et au Canada, la participation de la diaspora algérienne aux urnes illustre de multiples formes d'engagement civique, à l'image de Abdelwahab Derouazi, que l'handicap visuel n'a pas empêché de venir voter, un geste qui fait du vote un acte de volonté et d'appartenance. Amel Amziazitouni. S'appuyant sur les épaules de sa fille, il se dirige avec assurance vers le bureau de vote. Abdelwahab Derouazi est non-voyant, mais son handicap visuel n'a jamais représenté un obstacle pour sa participation aux élections nationales. Il tient à exercer son droit constitutionnel et à choisir ses représentants à chaque scrutin. Accompagné de sa femme et de sa fille, Abdelwahab est déterminé à exercer son droit de vote, témoignant ainsi de l'attachement de la communauté algérienne à son droit de participer, quelles que soient les circonstances.
Dieu merci, on est venu aujourd'hui ici pour accomplir notre devoir en tant qu'Algériens établis au Canada. Le vote se déroule bien, il y a un très très bon accueil. Nous sommes contents et motivés pour accomplir notre devoir en tant que citoyens algériens. La fille d'Abdelwaheb confirme qu'accompagner son père au bureau de vote est devenu une tradition qu'elle perpétue à chaque élection, malgré ses problèmes de santé. Cela découle de sa conviction de l'importance de participer au choix des représentants de la communauté au Parlement. Aujourd'hui, je suis ici au consulat algérien de Montréal. J'ai accompagné mon père qui a participé aux élections législatives. Il est toujours déterminé à participer aux élections algériennes et à accomplir tout devoir national. Je suis fière de lui. Malgré son handicap, il a passé toute la nuit à réfléchir à ce rendez-vous et il nous a tous encouragés à y participer. Abdelwaheb termine sa visite au bureau de vote comme il l'a commencé. D'un pas calme et avec détermination inébranlable, cette scène résume parfaitement le sens de la participation pour de nombreux membres de la communauté algérienne, où le handicap n'est pas un obstacle à l'exercice du droit de vote, mais au contraire un témoignage de la force de volonté et de l'attachement à l'identité nationale. Et les Algériens établis en Tunisie ont poursuivi ce mardi l'opération de vote dans le cadre des législatives du 2 juillet. Et au Niger, les Algériens établis dans ce pays poursuivent l'opération du vote pour le 3e jour consécutif. Retour en Algérie. Dans une déclaration à L24 News, les coordinateurs de l'autorité électorale pour les wilayas de Batna, Oum El-Bouagui et Khanchla ont annoncé l'achèvement de tous les préparatifs organisationnels, techniques et logistiques visant à assurer le bon déroulement du scrutin. L'autorité nationale indépendante des élections a anticipé les préparatifs logistiques et spécifiques à l'ensemble des opérations électorales, notamment sur le plan logistique et humain. À cet effet, la délégation de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections à Batna était prête pour assurer la réussite de ces opérations. Il s'agit de la préparation du matériel électoral ainsi que le suivi du niveau de préparation des centres de vote. De même pour le suivi de l'état de préparation des salles des opérations au niveau des 29 communes et de la salle des opérations au niveau du comité ou du coordinateur de wilaya. Nous travaillons jour et nuit afin de mener à bien les préparatifs des élections en coordination avec les collectivités locales au niveau des 29 communes. L'opération de suivi des centres de vote au niveau de toutes les communes a été menée à terme, c'est-à-dire que nous les avons suivis centre par centre tout en y mettant à disposition l'ensemble des moyens. De plus, il a été procédé en coordination avec la wilaya à la fourniture de tous les moyens logistiques au niveau des délégations communales de l'autorité. Et le coordinateur de l'autorité indépendante des élections à Oran, Rachid Madden, a confirmé l'achèvement de toutes les étapes préparatoires visant à garantir le succès du processus électoral.
Aujourd'hui, nous avons achevé toutes les étapes concernant l'opération du vote au niveau du siège de l'ANI de la wilaya d'Oran. Nous y avons préparé tous les bureaux et centres de vote. Et nous avons également assuré tous les moyens logistiques et ressources humaines pour ce grand rendez-vous. Au total, 297 centres de vote et 2445 bureaux ont été aménagés pour un corps électoral estimé à 1 570 963 électeurs. Et à Tamanrasset, en plus, des bureaux itinérants qui ont entamé le processus 72 heures précédant le scrutin du 2 juillet. Les centres de vote se préparent activement à accueillir les électeurs dans d'excellentes conditions. Le jour J, l'ANI a mobilisé tous les moyens logistiques et ressources humaines nécessaires pour réussir ce grand événement. Concernant le suivi sur le terrain des élections législatives algériennes du 2 juillet 2026, le processus électoral dans cette wilaya est considéré comme étant parmi les 15 wilayas dont les élections législatives ont débuté auparavant via les bureaux itinérants. Concernant ces bureaux mobiles, ont été entamés avec 2 caravanes dans le total des bureaux itinérants et de 29 bureaux répartis sur 16 itinéraires. En plus de ces bureaux itinérants, l'ANI a mobilisé en coordination avec les autorités locales tous les moyens logistiques et ressources humaines pour faciliter l'opération du vote, mais aussi le déplacement des citoyens pour atteindre tous les points où résident les Bédouins. Dans le sud-ouest de l'Algérie, à Tindouf, le vote se poursuit au profit des habitants des zones isolées en vue de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Pour la circonscription de Tindouf, les opérations de vote se poursuivent pour le deuxième jour consécutif. Les bureaux itinérants continuent de sillonner les régions où se trouvent les nomades au niveau de la commune de Tindouf et de Omlassel. Nous avons noté que tous les bureaux itinérants ont commencé au moment convenu, c'est-à-dire 72 heures avant le jour de l'élection. La circonscription électorale de la wilaya de Tindouf compte 12 bureaux itinérants sur un total de 217 bureaux existants répartis sur les communes de Tindouf et de Omlassel et 28 centres de vote. Le nombre de votants est estimé à 110 429. Il y a 11 listes de candidats dans la circonscription électorale de la wilaya de Tindouf, dans 10 listes de partis politiques et une liste de candidats indépendants. Tout a été mis en place pour le bon déroulement des opérations. Nous avons 1660 encadrants répartis sur tous les bureaux de la circonscription de Tindouf. Nous avons par ailleurs noté la présence de 330 observateurs représentant les candidats en lice. Tout se passe bien et l'opération se poursuit pour le deuxième jour consécutif pour les bureaux itinérants qui sont partis depuis le 27 juin pour atteindre toutes ces régions et pour que le scrutin commence dans les délais fixés, compte tenu de la distance qui nous sépare de ces régions situées à 100 km d'ici. Tous les moyens logistiques ont été mis en place, notamment les centres de vote et les salles d'opération qui ont été bien équipés pour garantir le bon déroulement du scrutin dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription de la wilaya de Tindouf. Jour en Algérie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu mardi le secrétaire d'État au ministère de l'Énergie de Norvège, Snor Eriksen Skinchvar, en visite de travail en Algérie. Et cette rencontre a permis de passer en revue l'état de la coopération et du partenariat historique entre l'Algérie et la Norvège, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et la transition énergétique, ainsi que le rôle vital des deux pays dans le renforcement de la sécurité énergétique mondiale et l'approvisionnement du marché européen en énergie, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.
Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Darkab, a reçu lundi à Alger le vice-ministre norvégien de l'énergie avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale et l'état de la coopération entre les groupes Sonatrach et Equinor, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué le niveau de la coopération entre Sonatrach et Equinor, notamment à travers les projets chez Din Salah et Din Amenas qui concrétisent la réussite du partenariat algéro-norvégien dans le secteur des hydrocarbures. Les entretiens ont également porté sur les nouvelles opportunités d'investissement ainsi que sur l'élargissement des activités de recherche, l'exploration et le développement des champs de pétrole et du gaz, outre l'examen des perspectives de coopération dans les domaines du gaz naturel, du GNL et de la pétrochimie. Et l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont signé mardi à Abidjan un accord de coopération dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables visant à renforcer le partenariat bilatéral et à développer la coopération énergétique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeyn a reçu une délégation de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel. Cette rencontre a permis d'examiner une stratégie régionale de prévention axée sur la construction d'une immunité intellectuelle et la déconstruction du discours radical. En Afrique centrale, l'épidémie d'Ebola menace de provoquer un véritable séisme financier sur le continent. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, la propagation du virus pourrait coûter jusqu'à 3,6 milliards de dollars à l'Afrique et menace plus de 300 000 emplois. Les détails avec Maria Schuller. C'est un choc socio-économique qui frappe le marché du RDC, du Congo, du Soudan et bien au-delà. 3,6 milliards de dollars de pertes économiques pour le continent et près des millions de personnes qui risquent de basculer dans la pauvreté. C'est le scénario redouté par l'ONU face à la progression de la nouvelle souche d'Ebola en Afrique centrale. Cette dernière analyse montre que l'épidémie pourrait faire basculer près d'1 million de personnes supplémentaires dans la pauvreté dans un pays comme la République démocratique du Congo, où 6 personnes sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Elle pourrait également coûter à l'Afrique jusqu'à 3,6 milliards de dollars de pertes économiques et mettre en péril plus de 300 000 emplois. Près de 328 000 postes d'emploi sont menacés sur le continent. En RDC seul, les faillites et les fermetures administratives pourraient détruire 56 000 emplois de manière définitive. Les transports commencent à être paralysés. Les retards de livraison et l'explosion des coûts logistiques asphyxient de plus en plus le commerce transfrontalier. Le calcul du Programme des Nations Unies pour le développement est immédiat. La simple baisse de confiance des marchés va amputer le PIB continental de plus de 2 milliards de dollars. Même si l'épidémie est maîtrisée, la République démocratique du Congo pourrait à elle seule perdre plus d'1 milliard de dollars et 55 000 emplois. Car c'est déjà le cas. Les perturbations commerciales, les restrictions aux frontières, les retards de transport, la baisse de confiance des consommateurs et les interruptions des marchés informels pourraient réduire le PIB du continent de 2,37 milliards de dollars, même si la transmission reste largement contenue. Si nous disposons des ressources nécessaires et que nous intensifions nos efforts, nous pouvons contenir cette épidémie et éviter de nouvelles pertes. Dans le cas contraire, cette urgence sanitaire risque de se transformer en une crise de développement beaucoup plus grave et prolongée dans toute la région, voire sur tout le continent. Depuis le 15 mai, le bilan est lourd. 1307 personnes infectées et déjà 377 vies perdues. La menace franchit désormais les frontières. Les experts redoutent une propagation vers tout le continent. Une crise sanitaire qui menace de muter en un réel séisme économique si elle n'est pas maîtrisée. Et au Moyen-Orient, qu'une rencontre directe entre Américains et Iraniens est prévue à Doha. Le Qatar confirme toutefois la poursuite de sa médiation alors que les tensions restent vives dans le Golfe et que le détroit d'Ormuz demeure sous étroite surveillance. C'est un sujet signé Leïla Hamouda.
Téhéran refroidit les attentes. Les autorités iraniennes assurent qu'aucune négociation avec Washington n'est prévue dans l'immédiat à Doha, malgré la présence au Qatar de l'émissaire américain Stephen Witkoff et Jared Kushner. Téhéran affirme que les discussions prévues mercredi dans l'Émirat porteront uniquement sur le dossier de ces avoirs gelés. Selon la diplomatie iranienne, elles se tiendront avec les autorités qataries et non avec la délégation américaine. Ce qui se passera probablement demain à Doha sera une discussion concernant la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente, notamment celle relative à la levée des restrictions sur les avions iraniens qui aura lieu avec les parties qataries. Par conséquent, je le souligne une fois de plus, nous n'avons prévu aucune réunion à quelque niveau que ce soit avec la partie américaine dans les prochains jours. En parallèle, Doha rappelle son rôle dans le dossier des 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés. Le Qatar assure qu'il ne détient pas ces fonds pour son propre compte, mais qu'il agit uniquement comme intermédiaire financier dans le cadre de l'accord humanitaire conclu entre Washington et Téhéran en 2023. Les responsables américains, eux, doivent rencontrer les autorités qataries pour évoquer plusieurs dossiers régionaux, au premier rang desquels le nucléaire iranien, la désescalade entre les deux pays, mais aussi le Liban et d'autres crises régionales. Les envoyés spéciaux américains, messieurs Steve Witkoff et Jared Kushner, sont à Doha pour rencontrer les responsables qataris. Les discussions porteront sur toutes les questions régionales préoccupantes, y compris bien sûr les négociations avec l'Iran, mais aussi le Liban et d'autres dossiers dans la région. Doha tient toutefois à lever toute ambiguïté. Aucune rencontre directe entre responsables américains et iraniens n'est inscrite à l'ordre du jour et aucun haut responsable iranien n'est attendu dans l'Émirat, même si les discussions techniques entre les différentes parties se poursuivent. Ils ne sont donc pas ici pour des négociations directes avec les Iraniens, ni pour des réunions connexes. Nous n'attendons aucun responsable iranien de haut niveau pour le moment. Comme je l'ai dit, les réunions techniques se poursuivent depuis Lucerne et n'ont pas cessé depuis. Sur le terrain, l'inquiétude reste vive autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Le Qatar affirme coordonner quotidiennement ses efforts avec Oman afin de garantir la sécurité de la navigation. Notre position a toujours été très claire. Il ne doit y avoir aucun obstacle à la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et au-delà. Il s'agit d'un détroit international que nous devrions tous utiliser ouvertement sans aucune entrave. Malgré l'absence de dialogue direct entre Washington et Téhéran, Doha continue de jouer les intermédiaires. Une médiation discrète mais essentielle, alors que le cessez-le-feu reste fragile et que chaque initiative diplomatique vise à éviter une nouvelle montée des tensions au Moyen-Orient. Et les Iraniens pensent que les États-Unis tentent de gagner du temps avant les négociations avec leur pays. Je vous propose de les écouter. C'est une perte de temps. Je n'ai aucune confiance en ces négociations car l'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Dès que la pression s'accentue sur eux et que nos négociateurs se mettent au travail, comme par exemple pour le détroit d'Ormuz, dès qu'ils ressentent la pression, ils se remettent à parler de négociations. Mais dès qu'ils sentent que nous reculons, ils reproduiront malheureusement le même comportement. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Dès qu'on leur met la pression, ils viennent dire « Monsieur, nous voulons négocier ». Mais ce ne sont que des mensonges. À cause de la crise pétrolière et de la flambée mondiale des prix du pétrole, ils veulent seulement gagner du temps pour ramener les marchés à la normale. Malheureusement, le même vieux schéma se répète. Les résultats seront atteints si la République islamique maintient ses positions, reste ferme et ne cède jamais sur ce qui est juste. Nous n'avons pas déclenché cette guerre, ce sont eux qui l'ont initiée.
En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 066 martyrs et 173 514 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier à Gaza, 1053 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3406 autres ont été blessés, tandis que les corps de 786 martyrs ont été récupérés. À Gaza, les Palestiniens continuent de payer un lourd tribut de l'agression sioniste qui continue de faire couler le sang à huis clos. Dans la nuit de lundi à mardi, une énième frappe sioniste a visé le camp de Khan Younes dans le sud de l'enclave, coûtant la vie à une femme et à son bébé. Souila Kilal. Dans la morgue de l'hôpital Nasser, ce Palestinien porte dans ses bras le corps sans vie de sa fille, âgée à peine d'1 an, enveloppée dans un linceul blanc. Le bébé et sa maman ont perdu la vie dans une frappe sioniste qui a ciblé le camp de tente de Khan Younes. Il n'y avait même pas 5 minutes entre l'ordre d'évacuation et la frappe. Certains avaient évacué, d'autres non. Ma fille courait en portant sa fille. Les éclats d'obus l'ont touchée dans le dos et ont atteint sa fille à la tête. Sa fille a 1 an. Ils n'ont pas laissé aux gens le temps de fuir. Sur le site de la frappe sioniste qui a coûté la vie à cette jeune mère et son enfant, les gens sont penauds. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours dans le collimateur sioniste, eux qui ont tout perdu. Comme des corps vides sans âme, ils fouillent les lambeaux de tentes qui restent à la recherche de ce qui pourrait être éventuellement récupéré. La frappe a tout détruit, comme vous pouvez le constater. Nous lançons un appel au monde entier. Il est inadmissible que nous soyons encore en ruine. Quelqu'un s'installe sous une tente et hop, la tente disparaît. Nous demandons au monde entier de nous soutenir. Cela ne peut plus durer. Chaque jour, les Juifs nous frappent. Ils ont frappé des tentes, de simples tentes, des tentes qui n'avaient rien fait de mal et ils nous ont anéantis. Pendant que les gens regardent la Coupe du Monde de football, nous assistons impuissants à la tragédie que nous vivons. Il n'y a pas de cessez-le-feu, rien. C'est une véritable farce. Depuis 3 ans, nous vivons dans la souffrance et les difficultés. Alors où sommes-nous censés aller maintenant ? Ce père qui porte son bébé dans les bras pour l'accompagner à sa dernière demeure n'est malheureusement pas une exception. À Gaza, tous ceux qui ont échappé à la mort portent en eux de graves séquelles, des blessures de l'âme que nul ne pourra guérir tant le traumatisme est profond. Et au Venezuela, le personnel des hôpitaux vénézuéliens font tout leur possible pour assurer les soins aux nouveau-nés dans les zones sinistrées par le séisme. Mon bébé est né 3 jours après le séisme. Elle était en pleine forme à la naissance. Malgré les difficultés de l'époque, marquées par les nombreuses victimes des tremblements de terre, nous avons accueilli avec joie cette nouvelle vie. Il faut garder confiance et espoir et je suis convaincu que tout ira bien. En Grèce, les secouristes grecs recherchent des personnes piégées après l'effondrement d'un immeuble d'appartements de quartier mardi 30 juin dans le quartier de Petralona à Athènes. 4 personnes qui avaient été signalées comme piégées ont été localisées sans saines et sauves, mais l'opération se poursuit, a indiqué le service. Un mot de culture à présent à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance d'Assia Djebar. La NAP a organisé au siège d'El24 News à Alger une rencontre consacrée à l'une des plus grandes figures de littérature algérienne. Écrivains, journalistes et passionnés de culture se sont réunis pour revenir sur le parcours de cette femme de lettres dont les œuvres continuent de faire rayonner la culture à travers le monde. Cette activité, cette table ronde a été organisée à l'occasion de la commémoration de la naissance de Assia Djebar. C'était le 30 juin 1936 et on a essayé avec des conférenciers de parler de l'œuvre de Assia Djebar, du rôle de Assia Djebar dans la littérature algérienne, parce qu'on la considère comme la fondatrice avec d'autres écrivains de la littérature algérienne écrite en français. De façon très modeste, elle nous a laissé un butin merveilleux.
extraordinaire, une œuvre littéraire, une œuvre poétique, une œuvre cinématographique, une œuvre théâtrale et surtout l'œuvre, pour moi, qui est la plus importante, c'est sa vie d'être la femme contre le colonialisme, d'être la femme qui défendait le droit des femmes, et puis cette magnifique image qu'elle a donnée de nous et de la femme algérienne à travers le monde. Elle était très éclectique, elle choisissait ses thèmes, les thèmes qu'elle mettait dans ses romans, dans ses films, dans ses poèmes, dans ses 2 pièces de théâtre. Et aussi, elle mettait la culture du peuple, surtout de sa région, de Chadchad. On la retrouve, elle le reflétait toujours dans ses ouvrages. Donc si vous voulez connaître l'histoire de l'Algérie, si vous voulez suivre l'histoire intellectuelle de l'Algérie, si vous voulez aussi connaître sur la culture du peuple algérien, de certaines régions de l'Algérie, durant toute cette période, plus d'un demi-siècle, ou plus exactement un demi-siècle, eh bien, il faut lire à Siad Jebbar. Des propos recueillis par notre journaliste Fillah Hilaili. Un mot de sport à présent. 48 heures après leur qualification au bout du suspense face à l'Autriche, les Verts ont repris le chemin des entraînements. Le staff technique n'a pas perdu une seconde pour remobiliser les troupes avant de préparer les camarades du capitaine Mahrez pour l'empoignade contre la Suisse. Regardez. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.